Quelles sont les opportunités de la côte française? C'est ce qu'on va continuer à regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On continue notre revue des principales entreprises cotées en France, hein. Donc là, on est quand même assez loin dans la côte. On va partir de Bourrelier Group, entreprise que je ne connaissais pas, et on va aller jusqu'à, on va le voir, hop, jusqu'à Pizzorno Environnement. Du coup, on va passer en revue, hop, on va passer en revue Bourrelier Group, on va passer en revue EuroAPI, Garbet, Bonduel, Infotel. Ensuite, on va avoir Elena Santé, Chargeur, Eurobio Scientifique, Gaumont et Groupe Pizzorno. Allez, je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. On a ici le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap en dollars US parce qu'on n'a pas en euros ici, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, valeur entreprise sur EBITDA, ratio coût bénéfice, ratio coût free cash flow, la valorisation par rapport aux actifs tangibles, le rendement des capitaux investis, donc ça c'est une rentabilité plutôt opérationnelle, rendement des fonds propres, rentabilité plutôt financière, mais ici on ne va pas en tenir compte, sauf sur éventuellement les holdings, mais il n'y en a pas ici. L'endettement en termes des dettes nettes sur EBITDA, donc c'est plutôt le levier financier, le rendement du dividende, et on va vérifier que ce rendement du dividende est soutenable en comparant free cash flow et bénéfice net pour valider le payout ratio. Première entreprise de la liste, c'est Bourrelier Group. Donc, je ne savais pas ce qu'il faisait, et c'est une holding familiale qui détient principalement leur principal actif, c'est Bricorama. On est sur du coup la commerce de détail et de spécialité, 347 millions de dollars de market cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. À mon avis, pas de la croissance externe, mais surtout une forte croissance après par la période 2020-2021, enfin surtout 2021-2022, hein, où tout le monde a eu de l'argent gratuit pour acheter de l'immobilier et faire des travaux. Donc je pense qu'ils en ont profité, ça doit se normaliser maintenant. Alors ce qu'on note, c'est qu'on a un EBITDA positif, on a une valeur entreprise sur EBITDA un multiple qui est à 15, mais le reste est négatif, hein. Ici, c'est pas défini parce que free cash flow négatif et bénéfice net négatif. Donc c'est une société qui fait des pertes et en plus, c'est de la perte comptable. Ils perdent de l'argent, en plus. Donc bon, la seule chose qui les sauve, c'est qu'ils sont cash net, visiblement. Ils versent un dividende assez important et pourtant, ils n'ont pas les free cash flow pour le payer, ce dividende. Donc ça m'a l'air d'être un dossier de mauvaise qualité. Il vaut mieux passer son chemin sur Bourlier Group. EuroAPI, donc là, c'est l'ancienne filiale de Sanofi qui construit, manufacture les principaux actifs des médicaments, pardon. Donc, c'est une société qui est en difficulté, mais qui est en recovery. On va voir les publications, mais ça a l'air de s'améliorer sur les dernières publications. On est sur 342 millions de dollars de market cap, pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, 6 en valeur entreprise sur EBITDA, c'est pas cher. On est à 9 en prix sur free cash flow, une perte comptable à signaler sur les 12 derniers mois. Donc, ce n'est qu'une perte comptable puisqu'on a des free cash flow positifs. Des cotes sur actifs tangibles de 70%. Énorme. Alors, de quoi ils sont composés les actifs tangibles pour cette boîte? Ça va être les usines, ça va être les intrants, donc les matières premières qui rentrent dans le procédé de fabrication, et les produits finis. Donc là, à mon avis, ce que ça signale également, c'est qu'ils ont beaucoup de stocks et qu'ils ne peuvent pas écouler ces stocks. Et ils avaient des commandes de Sanofi qui ont été annulées de mémoire. Bon, donc vous avez une marge de sécurité, mais il faut peut-être retraiter la valeur de ces actifs tangibles parce que les stocks se déprécient. Après, ils doivent, je pense, passer les dépréciations de stock, hein, aussi. Ils doivent provisionner des stocks, hein, faire une provision sur stock, hein, du coup, pour tenir compte du fait que les produits sont périssables, à mon avis. Donc j'avais regardé en détail cette boîte et en fait, elle a une décote sur actifs net liquides. Alors, dans ces actifs net liquides, il y a aussi les stocks, hein, donc il faut peut-être retraiter, mettre un discount en particulier sur cette valeur-là pour avoir plus de marge de sécurité. Et bon, moi je pense que c'est un dossier qui, c'est un dossier recovery, hein, c'est classique. En rendement des capitaux investis en négatif, on fait une perte opérationnelle, mais le numérateur du ROIC, c'est les profits opérationnels après taxe. Donc ça inclut une dépréciation amortissement. On voit que l'EBITDA, lui, est positif. Et en plus, en valeur entreprise sur EBITDA, on n'est pas si cher que ça. En plus, le dossier est cash net. Donc ça permet quand même d'amortir un peu de mettre un plafond, pas un plafond, mettre un plancher sur le prix puisqu'on a du cash net. Ils pourraient racheter des actions si jamais ça descend beaucoup trop. Donc moi je pense que c'est un dossier qui est intéressant à aller creuser d'un point de vue recovery. Pas de dividendes versés, ça c'est sain puisque l'activité n'est pour l'instant pas en très grande forme, on fait des pertes, donc autant ne pas verser de dividendes. Donc au API, plutôt pour de la recovery, ça va être volatile, mais ça peut être intéressant à creuser. Si jamais vous cherchez à améliorer votre méthode de stock picking, je vous propose de
cliquez sur le lien à droite de la vidéo pour télécharger mon guide de l'investissement value. Et on continue avec Garmet. Donc eux, ils font des réactifs pour tout ce qui est scanner, etc. Donc c'est dans le dans le médical, mais c'est pas une pharmaceutique, c'est plutôt on va dire, voilà, de l'équipement pharmaceutique, mais même si ça veut pas dire grand-chose, mais bon, ils opèrent dans la santé, mais c'est pas une pharmaceutique, donc ça, c'est plutôt bien, ça évite les problématiques liées aux risques juridiques des laboratoires pharmaceutiques. On est sur 328 millions de dollars de market cap, 1 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça ne bouge plus trop. On est à 7 en valeur entreprise sur EBITDA, 20 en ratio coût-bénéfice, 6 en ratio coût-free cash flow. Bon, c'est une société qui a plus de croissance, elle dégage plutôt structurellement des free cash flow, donc il vaut mieux tenir compte du multiple de free cash flow plutôt que celui de bénéfice. Et on voit que c'est pas très cher payé, hein. On a 5,4% de rendement des capitaux investis, ce qui n'est pas exceptionnel comme rentabilité. Beaucoup de dettes sur le dossier, hein. Alors il faut voir s'il y a des obligations locatives qui se mettent là-dedans, hein. Il faut voir si c'est le vrai niveau d'endettement. Et si on est à ce niveau-là, c'est trop risqué à mon avis, il y a trop de dettes. Et surtout qu'il n'y a pas de croissance, donc attention, danger. On nous calcule un payout ratio de 39%. Ah oui, alors je comprends. Donc ici, payout ratio, c'est sur les 12 derniers mois. Donc ils ont versé un dividende sur les 12 derniers mois. Il n'y a pas de dividende qui est indiqué pour l'instant pour 2025. Donc ils gardent leur cash flow, à mon avis, pour rembourser la dette. Donc elle doit être à ce niveau-là. Donc garder plutôt à l'écart. Ensuite, Infotel, belle petite ESN. Donc mon opinion sur le secteur des ESN, c'est que ça se reprend petit à petit. Le cycle est en train de repartir. Il y en a pas mal qui sont qualitatives, hein. Vous avez du Capgemini, du Sopra Steria, qui sont pas très chers et qualitatifs. Vous avez du Alten, c'est une ESN, enfin ESN, et en même temps de la R&D externalisée. Bon, c'est un peu sur les deux tableaux. Vous avez Wavestone aussi, elle est qualitative, elle est un peu chère déjà. Vous avez OB, vous avez Neuron, tout ça, ça va repartir tranquillement. On est sur 308 millions de dollars de market cap, 3,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a un fonds de croissance, ça a bien ralenti aussi sur les 5 dernières années, mais je pense que ça va réaccélérer. On est à 7 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 16 en PE, 9 en price to free cash flow. Vu qu'il n'y a pas eu de croissance sur les quelques dernières années, le multiple de free cash flow le plus intéressant, on voit que c'est pas si cher payé, hein. Infotel, c'est pas du tout cher payé. On est sur 11,2% de rendement des capitaux investis, c'est une bonne rentabilité. Cash net sur le dossier, 5,3% de rendement du dividende, un payout ratio à 75%, mais des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc en réalité, on est plutôt à 50%. Très bon petit dossier à aller creuser plus en détail, hein. Infotel, c'est intéressant. Et sur les ESM, il y a toujours des primes spéculatives sur des éventuels OPA, parce que pour faire de la croissance dans cette activité, en fait, il faut racheter d'autres concurrents. Donc Infotel, ça pourrait être une cible. Tout à fait intéressant, du coup, Infotel à aller creuser. C'est value pour moi. Bon duel, on est sur de l'alimentaire, de l'agroalimentaire, hein. 304 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc la société a quand même eu des déboires, hein. Ils ont changé de périmètre, hein, je pense. Donc cette décroissance implique aussi des cessions d'actifs. Il faut retraiter, hein, pour voir à périmètre constant où est la croissance. On a 7 en valeur d'entreprise sur EBITDA, perte nette sur les pertes comptables sur les 12 derniers mois et perte en termes de free cash flow également. Donc attention, c'est un dossier recovery. On a 10% de décote sur actifs tangibles. Alors il y avait plus de décote que ça quelques trimestres auparavant. Ça veut dire que la société est en train le cours en tout cas est en train de repartir, donc la recovery est déjà enclenchée, mais ça reste un peu dangereux à mon avis, hein. Donc il faut méfiance avec ce dossier. 4,5 en rendement des capitaux investis, c'est pas si catastrophique que ça, même si c'est pas exceptionnel. On est à 4 fois les bilan dette net, donc il faut aller, pareil, retraiter la dette. Je suis pas sûr qu'on soit à ce niveau-là. Il doit y avoir de l'obligation locative aussi. 2,5% de rendement du dividende qui a été versé à crédit. C'est ridicule de verser un dividende, hein. Il devrait plutôt le couper et puis enclencher le désendettement, surtout si on est endetté à ce niveau-là. Bon, donc bon duel, c'est aussi un dossier recovery. Attention, les dossiers recovery, ça peut être dangereux quand on est au tout début de la recovery et qu'en fait, on a une publication décevante, hein, ça peut s'écrouler à nouveau. Donc intéressant, mais méfiance quand même sur ce dossier. Ensuite, on est sur Helena Santé. Donc c'est une société qui fait du soin à domicile. On est sur 304 millions de dollars de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, une bonne croissance. Je pense que c'est la croissance externe, hein, qui font. On est à 8 en valeur entreprise sur EBITDA, 13 en ratio coût-bénéfice, 3 en ratio coût cash flow. Donc ça, c'est pas cher. Donc c'est des multiples plutôt value, on va dire. 4,6% de rendement des capitaux investis, c'est pas très très rentable. On a beaucoup de dettes. Est-ce qu'il faut regarder, est-ce qu'il y a de l'obligation locative? Et je pense que quand même, c'est une société qui utilise pas mal d'immobilier. Donc il faut regarder quand même ce que ça inclut, cette dette-là, ce qu'elle inclut des loyers. Le payout ratio est à 28% avec un rendement du dividende à 2,5%, free cash flow plus élevé que le bénéfice net. C'est complètement soutenable ce niveau de dividende.
Il y a trop de dettes par contre, hein. Si c'est le vrai niveau d'endettement, attention que c'est un peu lourd quand même, hein. Donc méfiance sur ce dossier, retraitez la dette, autrement les multiples sont pas très chers. Ensuite, on est sur Chargeur, donc c'est un conglomérat industriel, 300 millions de dollars de market cap, 3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc pas beaucoup de croissance à signaler. On est sur 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 32 en PE, 9 en prestation free cash flow. Vu qu'il y a pas de croissance, moi je pense que c'est plutôt un dossier, qui dégage du flux de trésorerie disponible. Donc il vaut mieux regarder le multiple de price to free cash flow, qui est pas très élevé, en dessous de 10 quand même, c'est pas très cher. Ouais, en termes de VO sur EBITDA, là c'est un peu plus cher par contre. Donc on est raisonnablement valorisé sur ce dossier, je pense, hein. 4,7% de rendement du capital investi, c'est un peu maigre comme rentabilité. 4,1 fois l'EBITDA en dette nette. Donc pareil, si c'est le vrai niveau d'endettement, attention que c'est un peu trop, hein, quand même. On est à 1,2% de rendement du dividende. Ça nous donne 3 millions en fait, allez, 3,2 millions de dividendes versés, donc ça fait un tiers des bénéfices nets. C'est soutenable, surtout que les free cash flows sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Bon, je trouve qu'il y a trop de dettes sur ce dossier, pas assez de croissance et la rentabilité est un peu trop maigre pour que ça soit intéressant. Eurobio Scientifique, c'est pas une biotech, c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste, c'est plutôt une société spécialisée dans les produits de diagnostic in vitro. En fait, bon, c'est pour tout ce qui est biologie, donc c'est plutôt un fournisseur des sociétés, des biologistes en réalité. 292 millions de dollars de market cap, 21% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 50. Forte croissance. Est-ce qu'ils ont bénéficié de la pandémie, hein, parce que les réactifs et compagnie, les produits de diagnostic, je pense qu'ils ont eu des fortes commandes. Maintenant, ça doit se normaliser, hein, donc il faut regarder comment se profile cette croissance. 9 en VO sur EBITDA, 72 en PE, 21 en presque free cash flow. Bon, alors, en termes d'EBITDA, je pense qu'ils sont pas mal. Ils ont pas mal d'EBITDA, mais en revanche, ils n'ont pas de bénéfices. Donc ça, c'est impacté potentiellement et en bonne partie par de la dépense non cash. Ça, c'est pas grave. Par contre, en free cash flow, alors ils ont peut-être une dépense en capital qui est importante. C'est pour ça que les free cash flow sont bas et qu'on a un price free cash flow élevé. Je dis ça, hein, par rapport à la VE sur EBITDA qui est quand même bien plus basse que le price free cash flow, alors qu'il n'y a pas de dette. Donc ces deux éléments ils sont impactés. Le compte de résultat est impacté par une dépense non cash et les free cash flow sont impactés par des capex qui sont peut-être importants. Donc il faut aller voir. Mais s'il y a une telle croissance et si elle se maintient, je suis pas sûr qu'elle se maintienne, hein, mais si elle se maintient, c'est normal qu'on fasse des dépenses en capital, hein, donc c'est pas un souci. Donc finalement, on est, à mon avis, raisonnablement valorisé sur cette société. 7,3% de rendement des capitaux investis, c'est plutôt intéressant comme rentabilité. Cash net sur le dossier, très bien, pas de dividende de verser. Bon, voilà, c'est un peu chèrement, enfin c'est pas trop chèrement valorisé, pardon. Il y a beaucoup de croissance, mais il faut voir quelles sont les perspectives pour la société. Donc à creuser plein de détails. Ensuite, Gaumont. Gaumont, c'est un dossier situation spéciale, donc il vaut mieux pas regarder les métriques et il vaut mieux réfléchir en fait en actifs tangibles. Et on n'a même pas ici la décote sur actifs tangibles. En fait, ils ont de l'immobilier qui est très sous-valorisé au bilan. Et donc, il y a des actionnaires activistes qui essayent de faire vendre l'immobilier de Gaumont, en tout cas qui essayent de créer de la valeur à partir de cet immobilier, ce que le management se refuse à faire. Et donc, c'est un énorme value trap Gaumont. Donc, je sais qu'il y a François Dolicaire qui l'a dans son fonds HMV Découverte. Mais bon, moi, je n'irai pas sur ce dossier. Disons qu'il y a des dossiers deep value ou situation spéciale qui ont quand même plus de potentiel, plus de catalyseurs possibles que Gaumont, hein. Ça traîne Gaumont, donc plutôt à l'écart. On finit avec Groupe Pizzorno Environnement. Donc eux, ils ont des contrats de gestion des déchets avec des villes, avec des municipalités. Donc ça apporte une bonne visibilité sur les cash flows. C'est bien. 282 millions de dollars de market cap. 4,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a un fonds de croissance qui est quand même pas mal. On a 5,5 en VE sur l'IDA, c'est pas très cher, 20 en PE, attention, 58 en presse free cash flow. Donc là, il y a une dépense en capital qui est élevée, hein. C'est pour ça que les free cash flows sont bas. Est-ce que c'est conjoncturel ou structurel? Si c'est structurel, plutôt à l'écart. Si c'est ponctuel, c'est pas très grave. On voit que le PE par contre est à 20, c'est un peu élevé pour une boîte qui n'a pas énormément de croissance. La rentabilité est moyenne, 7 en rendement des capitaux investis, ouais, convenable on va dire, la rentabilité. Mais en termes de VO sur EBITDA, ça se paye pas très cher, hein, donc ils peuvent améliorer la gestion pour générer plus de bénéfices, hein, je pense. En termes de dette, on est à 0,3 fois l'EBITDA, c'est pas du tout endetté. 4% de rendement du dividende avec un payout ratio à 34%, mais des free cash flow bien moindres que les bénéfices nets. On est au-delà de 100% en termes de free cash flow, donc ils se sont un petit peu endettés pour verser des dividendes. Bon, c'est pas très grave si c'est ponctuel, hein. Voilà, alors pour cette liste, moi le top 3, alors en fait on va voir plutôt en fonction des profils. Si vous avez là il y a des profils recovery, donc si vous voulez faire des dossiers recovery, c'est EuroAPI, Bonduel, ça c'est pas mal en termes de recovery, mais attention, ça représente des risques spécifiques, hein, les recovery. Ensuite, sur la croissance à prix
à prix raisonnable, et sans, si on tient compte de la dette qui est affichée ici, c'est peut-être pas la bonne métrique, mais on peut aller sur, à mon avis, sur Eurobio, pourquoi pas, croissance à prix raisonnable. Et on peut, aller sur Infotel. Moi, j'aime bien Infotel. C'est même value, en fait, Infotel, hein, donc plus que croissance à prix raisonnable. Groupe Pisorno, c'est aussi value, je pense, hein, donc ça se regarde dans cette perspective. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!